Libérez la chambre, a dit mon père, sans chuchoter, sans demander. Le soir même, mon frère est arrivé avec 2 valises et une femme enceinte que j'avais rencontrée exactement une fois. Tiffany se tenait derrière Marcus, scrutant ma chambre, la pièce que j'avais peinte moi-même, les étagères que j'avais fixées avec ma propre perceuse, chaque centimètre carré payé avec mon propre argent, et elle a ajouté, « Il vaudrait mieux que tu quittes complètement la maison. » Mon père a hoché la tête. Ma mère a regardé le sol. Personne n'a dit un autre mot. Je suis parti. J'ai emballé tout ce que je possédais dans 3 cartons et je suis sorti d'une maison qui portait mon nom, et seulement mon nom, sur l'acte de propriété. Mais ce que ma famille ne savait pas, ce qu'ils découvriraient à peine quelques jours plus tard, a fait que Tiffany m'a appelé à 23 heures, la voix tremblante, « Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Avant de continuer, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez réellement lié à cette histoire. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je m'appelle Sabrina Brennan. J'ai 29 ans et je suis ingénieur civil diplômé dans le Massachusetts. Revenons maintenant au jour où j'ai signé les papiers pour une maison qui, je le pensais, garderait ma famille unie. Je me souviens du stylo. C'était un stylo à billes bleues bon marché, le genre qu'on attrape dans un pot sur le bureau d'un réceptionniste, et je l'ai utilisé pour signer le document le plus coûteux de ma vie. Le 14 mars, il y a 4 ans, dans le bureau d'une société de titres sur State Street, à Springfield. Le notaire a tamponné l'acte de fiducie, l'a fait glisser sur la table et a dit « Félicitations, mademoiselle Brennan. C'est tout à vous. Tout à moi. » Mon nom, Sabrina Brennan, était le seul nom sur cet acte. Pas de co-signataire, pas de copropriétaire, juste moi. Une jeune femme de 25 ans avec une licence d'ingénieur professionnel toute fraîche, un salaire de départ de 72 000 € et un prêt FHA de 234 000 €. Paiement mensuel, 2 340 €, dû le premier de chaque mois pendant les 30 prochaines années. La maison était plus grande que ce dont j'avais besoin, 2 étages, un sous-sol semi-aménagé, 3 chambres, un jardin avec un érable qui laissait tomber des feuilles sur toute l'allée chaque mois d'octobre. Je n'avais pas besoin de 3 chambres. J'en avais besoin d'une. Mais j'ai acheté une maison avec 3 chambres parce que mon père, Gerald Brennan, 58 ans, plombier à la retraite avec un dos fragile et une pension d'invalidité de 1 480 € par mois, venait de vendre le mobil-home où mes parents vivaient depuis 11 ans. Ils n'avaient nulle part où aller. Alors, j'ai fait de la place. L'accord était simple, ils emménageraient, contribueraient aux factures, et nous serions une famille sous un même toit. C'était ça, l'accord. Verbal, pas de bail, pas d'accord écrit, juste de la confiance. Ils ont emménagé la semaine suivante. Ma mère a apporté sa collection de coques en céramique. Mon père a apporté son fauteuil inclinable et ses opinions. Aucun d'entre eux n'a jamais payé une seule facture d'électricité ou d'eau. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que j'ai passé 4 ans à croire que si je continuais à payer, à entretenir, à prouver ma valeur, ils finiraient par voir ce que je valais vraiment. Ils ne l'ont jamais vu. Laissez-moi vous parler de la hiérarchie dans le foyer Brennan, car cela expliquera tout ce qui suit. Marcus Brennan, mon frère aîné, 33 ans, beau de cette façon qui vous garantit un deuxième rendez-vous, mais jamais une promotion. Il vendait des voitures d'occasion chez Riverside Motor et en parlait comme s'il concluait des fusions à Wall Street. Mon père l'adorait. Gerald Brennan avait une croyance qui régissait toute sa vision du monde, les fils portent le nom, les filles portent les courses. Marcus était l'avenir. J'étais l'infrastructure. Quand Marcus a obtenu son diplôme de l'université communautaire, ce qui lui a pris 3 tentatives et un des moins en statistiques, mon père a organisé un barbecue dans le jardin. 16 personnes, des burgers, de la bière, une banderole où était écrit « Fier de toi, fils » en lettres capitales. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention de la faculté d'ingénierie civile de UMass Amherst, avec une inscription sur la liste du doyen 7 semestres sur 8, mon père a envoyé un SMS. 4 mots, bien pour toi, gamine. Pas de point d'exclamation, pas de barbecue. Quand j'ai réussi l'examen professionnel, une licence que moins de 25% des diplômés en ingénierie obtiennent, ma mère a dit, c'est gentil, chérie. Ton frère vient d'être promu senior aux ventes. Senior aux ventes dans un parc de voitures d'occasion avec 38 000 € de dette de carte de crédit. Mais Gérald ne connaissait pas la dette. Ou peut-être qu'il la connaissait et s'en fichait.
Ce que je sais avec certitude, c'est qu'il prêtait discrètement de l'argent à Marcus depuis sa pension d'invalidité, 5 000 par-ci, 3 000 par-là. Puis il se tournait vers moi pour demander « Aide-nous avec les factures ce mois-ci, chérie. Les ordonnances nous tuent. » J'ai toujours dit oui, parce que c'est ce que fait l'infrastructure. Elle soutient tout, et personne ne le remarque jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis, un vendredi soir, Marcus a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. Avant d'en arriver à cet appel, vous devez comprendre les chiffres, car les chiffres ne mentent pas. Dans ma famille, c'était la seule chose qui ne mentait pas. Sur 4 ans, j'ai payé 48 mensualités hypothécaires de 2 340 € chacune. Cela représente 112 320 €, rien qu'en capital et intérêts. En plus de cela, j'ai couvert la facture d'électricité, qui s'élevait en moyenne à 380 € par mois dans le Massachusetts, où les hivers sont sérieux. L'eau et les égouts coûtaient environ 90 €. Internet et le câble? Mon père exigeait le forfait sport, ajoutant 200 € de plus. Pour les courses, je complétais à hauteur d'environ 150 € par mois, car mes parents prenaient chaque repas à la maison et n'ont jamais poussé un chariot dans un supermarché. Faites le calcul, environ 147 360 €, prudemment estimé, sorti de mon salaire en 4 ans pour une maison où je dormais dans une chambre et ne demandais rien à personne. J'ai aussi peint l'extérieur 2 fois, toute seule, 2 week-ends à chaque fois, perché sur une échelle de 6 mètres. J'ai remplacé la section du toit au-dessus de la véranda arrière quand elle a commencé à fuir, 4 200 € de ma poche. J'ai installé un chauffage au sous-sol parce que mon père se plaignait que la maison était pleine de courants d'air en bas, 3 100 €. Ma voisine, Louise Beckett, 67 ans, qui vivait à côté depuis 11 ans, a tout vu. Chaque séance d'échelle, chaque sac de paillis. Chaque samedi matin, j'étais dehors avec une pelle à neige à 6 heures pendant que mes parents dormaient. Louise m'a arrêté une fois, penchée au-dessus de la clôture, « Ma chérie, où est ta famille quand tu es là-haut sur cette échelle ?» J'ai souri et j'ai dit, « Ils sont à l'intérieur. » C'est un peu le but, pour qu'ils soient confortables. Louise m'a lancé un regard. Je ne comprenais pas à l'époque. Je le comprends maintenant. C'était de la pitié. Puis Marcus a appelé, « Sabrina, je rentre à la maison et je ne viens pas seul. » La voix de Marcus avait cette luminosité particulière qu'il n'avait que lorsqu'il voulait quelque chose. Je l'avais déjà entendu quand il avait besoin d'un cosignataire, quand il voulait emprunter ma voiture pour un week-end qui s'est transformé en 2 semaines, ou quand il m'a demandé de parler à papa pour lui envoyer plus d'argent. Cette fois, il amenait Tiffany, sa femme depuis 8 mois, enceinte de 7 mois. Ils sont arrivés un vendredi soir avec 2 grosses valises, 3 cartons de fourniture pour bébé et Tiffany, qui est sorti de la voiture de Marcus et a regardé la maison comme on évalue quelque chose aux enchères. Elle avait 30 ans, travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, et avait une façon de faire paraître chaque phrase comme si elle vous rendait service en parlant. Mon père était prêt. Je l'ai réalisé dans les 30 secondes suivant leur arrivée, car les meubles du salon avaient déjà été réorganisés, un coin libéré, une place faite. Gérald savait qu'il venait. Il s'était préparé sans me le dire. Mais Tiffany a jeté un regard au salon et a secoué la tête, « Ça ne marchera pas. Nous avons besoin d'une vraie chambre. Je suis enceinte de 7 mois. » Gérald s'est tourné vers moi. Pas demandé. Tourner. Comme on se tourne vers un meuble qui a besoin d'être repositionné, libère la chambre. C'est ma chambre, papa. J'y suis depuis 4 ans. Et Marcus en a besoin maintenant. Il a une famille. Je suis la famille. Tu sais ce que je veux dire? Tiffany a ajouté sa ligne, celle dont je vous ai déjà parlé. Et puis ma mère est apparue dans le couloir, tenant 3 cartons aplatis. La même marque, la même taille. Ceux que j'avais utilisés pour emménager 4 ans plus tôt. Elle les avait gardés. Pendant 4 ans, elle avait gardé ces cartons dans le garage. Comme si elle avait toujours su que ce jour arriverait. Je me suis dit que c'était temporaire. Une semaine, peut-être 2, le temps de s'organiser. C'est ce que Gérald a dit, juste temporaire, Sabrina. Juste jusqu'à ce que les choses se tassent. Alors, j'ai déménagé au sous-sol, celui que j'avais chauffé pour 3 100 €. Mur en béton nu, une simple ampoule suspendue, un matelas que j'avais traîné du placard d'amis, posé directement sur le sol car il n'y avait pas de sommier. L'air sentait la moisissure et le vieux carton.
Et dans un coin, une fuite lente au niveau d'un joint du tuyau d'eau froide marquait le temps avec un rythme qui m'a empêché de dormir la première nuit. En haut, Tiffany s'est installée. Le lendemain après-midi, elle a posté sur son Instagram une photo de mon ancienne chambre, désormais aménagée en chambre de bébé avec un berceau et des guirlandes pastel. La famille fait toujours de la place pour la nouvelle génération, suivi d'un emoji cœur rose. 212, j'aime, des commentaires remplis de cœurs et de félicitations sur « Quel bel espace ». Personne n'a demandé à qui avait appartenu cet espace 24 heures plus tôt. Marcus m'a croisé dans l'escalier le lendemain matin, c'est juste temporaire, Sabrina. Ne rends pas ça bizarre. J'ai dormi dans ce sous-sol pendant 3 nuits. La 3e nuit, un joint de tuyau a lâché. Pas une rupture, mais une fuite constante. Je me suis réveillé à 3 heures du matin avec le dos trempé à travers le matelas. Je suis resté allongé là, dans le noir, l'eau s'infiltrant à travers le tissu, fixant le plafond qui était leur sol. Et j'ai pensé, je paie 2340 € par mois pour dormir dans une flaque d'eau sous ma propre maison. Le lendemain matin, je suis monté pour faire du café. Tiffany était assise à la table de la cuisine en utilisant la machine à expresso que j'avais achetée. Elle a levé les yeux, « Oh, tu es encore là. » C'était la première fois de ma vie que je comprenais que l'amour et la propriété ne sont pas la même chose. C'est arrivé un mardi. J'étais assise dans ma voiture sur le parking du travail en mangeant une barre de céréales quand mon téléphone a vibré avec une notification de mon service de surveillance de crédit. Je m'y étais inscrite 3 ans plus tôt, non par paranoïa, mais parce que mon cerveau d'ingénieur aime suivre les données. L'alerte disait « Nouveau privilège détecté sur la propriété au 147 Maplewood Drive, Springfield, Emma ». Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Puis j'ai posé ma barre de céréales et j'ai ouvert le rapport complet. Un privilège hypothécaire de 95 000 € déposé par la Greenfield Credit Union, une petite banque communautaire sur Carew Street, la même où mon père avait son compte courant. La signature de l'emprunteur sur l'avenant à l'acte de fiducie, Sabrina Brennan. Sauf que je n'avais jamais rien signé. Je n'étais jamais allé à la Greenfield Credit Union. Je n'avais jamais autorisé un privilège sur ma propriété. J'ai ouvert l'image de la signature sur le PDF. Elle ressemblait assez pour tromper un coup d'œil rapide, mais je connaissais mon écriture comme un musicien connaît son instrument. Le « B » majuscule de « Brennan » était faux. Je le boucle serré en haut. Celui-ci faisait une large boucle, comme si on l'avait copié depuis une photocopie. Et l'initiale de mon 2e prénom, mon initiale, E, pour Elisabeth, était écrite en lettres d'imprimerie. Je l'écris toujours en cursive. Quelqu'un avait décalqué ma signature depuis le bail de voiture que j'avais signé 2 ans plus tôt, celui que mon père avait gentiment photocopié pour ses dossiers. J'ai appelé la banque. Un directeur a confirmé que le prêt avait été traité 3 mois plus tôt par un représentant décrit comme un membre de la famille du propriétaire. Le témoin sur la demande était listé comme Donna Brennan. Ma mère. 95 000 €. Mon nom, ma maison, sans ma connaissance, sans mon consentement. Je suis resté assis sur ce parking avec les 2 mains sur le volant, tremblante, non pas de peur, mais de rage. Si ce privilège frappait officiellement mon rapport de crédit dans les 30 prochains jours, mon score de 761, construit sur près d'une décennie de discipline, s'effondrerait, et avec lui tout ce pourquoi j'avais travaillé. L'horloge tournait. Il y a un Dunkin' sur Boston Road qui reste ouvert 24h24. Je suis resté assise là jusqu'à 1 heure du matin avec un café noir moyen et une serviette en papier que j'avais aplatie sur la table. J'ai tracé une ligne au milieu. Côté gauche, ce que je perds si je me bats. Côté droit, ce que je perds si je ne le fais pas. Le côté gauche était court mais lourd, ma relation avec mes parents, ce qu'il en restait, la possibilité d'être coupé de la famille élargie, les cartes de Noël de tante Patrice, la poignée de main d'oncle Ray à Thanksgiving. Et Tiffany était enceinte de 7 mois, ce qui signifiait que tout geste de ma part serait interprété comme une attaque contre une future mère. Je pouvais déjà entendre le récit que Gérald construirait. Le côté droit était plus long, 95 000 € de dettes frauduleuses à mon nom, un score de crédit en chute libre, la perte potentielle de ma capacité à refinancer, à emprunter, à fonctionner financièrement en tant qu'adulte indépendante, et la certitude absolue, mathématique. Que si je ne faisais rien, il recommencerait. Parce que les gens qui vous volent une fois et ne subissent aucune conséquence ne s'arrêtent pas. Ils deviennent juste plus audacieux. J'ai regardé les 2 colonnes.
Puis j'ai froissé la serviette et je l'ai jetée. La décision avait déjà été prise au moment où j'ai vu cette signature falsifiée. J'avais juste besoin de la serviette pour le confirmer. Le lendemain matin, j'ai appelé Rita Callaway. C'était une avocate en immobilier à Springfield, avec 17 ans de pratique spécialisée dans les litiges de propriété. La mère d'une collègue la connaissait. J'ai tout dit à Rita. Elle a écouté sans m'interrompre pendant 6 minutes. Puis elle a dit, « Sabrina, ce que ton père a fait est un faux. Ce que ta mère a fait est une complicité. Ce que Marcus a fait est une fraude. Je veux que tu ne dises pas un mot à qui que ce soit dans ta famille tant que nous n'avons pas tout documenté. » Pour la première fois en 4 ans, je ne payais pas des factures pour garder une famille unie. Je payais une avocate pour rester intacte. Rita a travaillé vite. En 48 heures, elle avait déposé une demande formelle, en vertu de mes droits en tant que propriétaire, pour obtenir chaque document lié au privilège. La Greenfield Credit Union était obligée de se conformer, et ils l'ont fait, à contre-cœur, mais ils l'ont fait. Le dossier est arrivé au bureau de Rita un jeudi après-midi. J'y suis allé directement après le travail, et nous avons étalé les pages sur sa table de conférence comme des preuves sur une scène de crime. Parce que c'est ce que c'était. L'avenant falsifié à l'acte de fiducie, ma signature ou la version décalquée depuis ce bail de voiture au bas de la page 4. Le nom de ma mère en tant que témoin sur la page 5, dans son écriture inimitable. Donna Brennan, écrit avec le même stylo à encre verte qu'elle utilisait depuis 20 ans. Puis les relevés de transactions. Rita les avait surlignés en jaune. 38 000 € transférés directement sur une carte de crédit au nom de Marcus G. Brennan. Tout son solde impayé effacé d'un coup. 22 000 pour Riverside Motor. Un apport pour un véhicule. 15 000 retirés en liquide par Donna Brennan en 3 visites distinctes, et 20 000 restants intacts sur le compte d'épargne personnel de Gerald Brennan. Un fonds de prévoyance, un coussin de retraite construit sur mon nom. 95 000 € distribués comme des cadeaux de Noël pendant que je dormais sur un matelas humide au sous-sol. Rita m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture, il pensait être intelligent, mais les gens intelligents ne falsifient pas de documents sur une propriété qu'ils ne possèdent pas avec une banque qui garde des traces numériques de tout. Elle m'a aussi dit quelque chose que je n'avais pas envisagé. L'agent de crédit qui avait traité la demande, un homme nommé Derek Gain, avait contourné le protocole de vérification d'identité standard, pas de confirmation en personne, pas d'appel vidéo, juste la parole de Gerald et une signature photocopiée. Nous avons plus qu'assez, a dit Rita. Maintenant, quand veux-tu déménager? Jour 12. C'est le temps qu'il a fallu entre le moment où j'ai découvert le privilège falsifié et le moment où je suis sorti du 147 Maplewood Drive avec 3 cartons, un sac de sport et un plan. J'avais signé un bail 3 jours plus tôt pour un studio à 8 minutes de là, 85 mètres carrés, propre, calme, 1100 € par mois. Je l'ai signé avec le même stylo que celui utilisé pour les paiements hypothécaires. Et pour la première fois, l'argent donnait l'impression d'aller quelque part qui m'appartenait. L'emballage a pris moins de 2 heures. 4 ans dans cette maison, et toute ma vie tenait dans 3 cartons et un sac. Vêtements, ordinateur portable, ma licence d'ingénieur encadré, la petite boîte à outils que j'avais utilisée pour tout réparer, du robinet de cuisine à la rambarde du Porsche. Une photo de ma grand-mère Hélène que je gardais sur ma table de nuit. Avant de partir, j'ai placé une enveloppe blanche sur la table de la cuisine. À l'intérieur, une photocopie de l'acte de fiducie, mon nom surligné, et un petit mot manuscrit sur une feuille blanche, cette maison est à moi. L'hypothèque est à moi. Tout le reste est sur le point de changer. Je suis parti à 18h15. L'érable devant la maison commençait à changer de couleur. Les premières touches d'orange s'insinuaient dans le verre. Je n'ai pas regardé en arrière. Gerald a trouvé l'enveloppe à 19h. Donna m'a raconté plus tard ce qui s'est passé. Il l'a ouverte, a lu la copie de l'acte, a lu le mot et a déchiré le papier en 2. Puis il a dit, elle bluffe. Il ne savait pas que la copie de l'acte n'était qu'une copie. L'original était enfermé dans un coffre-fort à ma banque avec chaque pièce documentaire que Rita avait certifiée. Il a déchiré une photocopie et a cru avoir gagné. Je l'ai laissé croire qu'il avait encore 18 jours. La première semaine après mon départ, la famille Brennan s'est installée dans ma maison comme si elle en avait hérité. Tiffany a posté une story Instagram depuis le salon, enfin, une maison qui ressemble à un foyer. 187 vues.
Elle avait réorganisé les meubles, accroché une couronne sur la porte d'entrée et placé un paillasson sur le seuil que j'avais payé. Marcus a tondu la pelouse pour ce que je crois être la première fois de sa vie, et a posté un selfie avec la légende, père de famille, le devoir commence tôt. Gérald contrôlait le récit comme il contrôlait tout, de manière décisive et sans preuve. Il a appelé oncle Ray. Il a appelé tante Patrice. Il a appelé sa propre mère, Hélène. Sa version des faits, telle que je l'ai reconstituée plus tard à partir de plusieurs sources, était celle-ci: Sabrina a déménagé. Elle voulait son propre espace. Une fille très indépendante. Aucune mention du sous-sol. Aucune mention de l'expulsion de ma chambre. Aucune mention de l'hypothèque falsifiée. Juste un père fier dont la fille capable avait décidé de prendre son envol. Ma mère m'a appelé une fois cette semaine-là, non pas pour demander comment j'allais, non pas pour dire qu'elle me manquait. Elle a appelé pour demander: as-tu payé la facture d'électricité avant de partir? Gérald a dit que les lumières vacillaient. Je l'ai laissé dire cette phrase dans le silence pendant 3 secondes complètes avant de répondre. Pendant ce temps, Rita et moi suivions notre liste de contrôle. La plainte pour fraude auprès de la Greenfield Credit Union déposée. Litige formel auprès des 3 agences de crédit et Experian, TransUnion, Equifax soumis avec preuve à l'appui. Et la pièce finale, le préavis de quitter les lieux de 30 jours, préparé et prêt, adressé à Gérald, Donna, Marcus et Tiffany Brennan. En vertu de la loi du Massachusetts, les occupants sans bail ont droit à 30 jours de préavis écrit avant que les procédures d'expulsion puissent commencer. Rita a programmé l'huissier pour le 17e jour. Le même jour que la journée portes ouvertes de Gérald, 45 invités. Timing parfait. Tout a commencé avec le système de chauffage. Jour 5 après mon départ, le thermostat de l'unité principale a bugué. Un petit défaut que j'avais appris à réparer moi-même en réinitialisant le disjoncteur et en recalibrant le capteur de température. Cela prenait 90 secondes si on savait ce qu'on faisait. Gérald ne savait pas ce qu'il faisait. Il a appelé une entreprise de chauffage. Ils lui ont demandé 2800 € pour un diagnostic et le remplacement potentiel d'une pièce. Gérald n'avait pas 2800 €. Jour 7, la facture d'électricité est arrivée. 340 € pour le mois, standard pour un hiver dans le Massachusetts avec 4 adultes chauffant 24h/24. La facture était encore à mon nom parce que la demande de transfert que j'avais soumise n'avait pas encore été traitée. Gérald m'a appelé: quand reviens-tu? La maison a besoin de toi. Pas: tu nous manques. Pas: est-ce que ça va? La maison a besoin de toi. Comme si j'étais une pièce de plomberie. Je ne reviens pas, papa. Tu devrais contacter directement la compagnie d'électricité. Le compte est à mon nom, et j'ai déjà soumis une demande de transfert. Qu'est-ce que tu veux dire par demande de transfert? Je veux dire que les factures seront à ton nom à partir du mois prochain. Ou au nom de qui tu veux. 10 secondes de silence. Puis il a raccroché sans un autre mot. Ce soir-là, Tiffany m'a envoyé un SMS. Je l'ai encore. Mot pour mot, c'est un timing vraiment égoïste. J'accouche dans 8 semaines. Égoïste. Ce mot. C'est remarquable à quel point, égoïste, correspond précisément à « gênant pour moi ». J'avais versé 147 000 € dans ce foyer en 4 ans. J'avais chauffé le sous-sol à mes propres frais pour que la maison soit confortable. J'avais remplacé le toit pour que la pluie ne les touche pas. Et la première fois que j'ai arrêté, la toute première fois, je n'étais plus utile. J'étais égoïste. Je n'ai pas répondu aux SMS. Certaines phrases ne méritent pas d'audience. Ma mère a appelé à 21h un mercredi soir. Elle pleurait. Le genre de pleurs pratiqués et mesurés qui montent et descendent à des intervalles pratiques. Le genre qui ressemble à de la peine mais fonctionne comme un levier. Ton père est stressé. Son dos est pire. Tu sais, il ne peut pas gérer la maison tout seul. Maman, j'ai géré cette maison toute seule pendant 4 ans. Papa était là tout le temps. C'est différent. Tu es jeune. Tu es forte. Je suis aussi la personne dont la signature a été falsifiée sur un prêt de 95 000 €. Veux-tu parler de ça? Les pleurs se sont arrêtés. Pas diminués. Arrêtés comme si quelqu'un avait appuyé sur « pause » sur un enregistrement. Un long silence.
Puis très doucement, ton père a dit que c'était pour la famille. C'était pour la dette de carte de crédit de Marcus. J'ai les dossiers bancaires, maman. 38 000 € sur sa carte. 22 000 pour une voiture. Tu as personnellement retiré 15 000 en liquide en 3 visites. Veux-tu que je te lise les dates? Tu vas déchirer cette famille. La famille a été déchirée la nuit où tu as mis 3 cartons devant la porte de ma chambre. Elle a raccroché. Je suis resté assis seul dans mon studio cette nuit-là avec la feuille comparative que Rita avait imprimée à ma vraie signature à gauche, la falsification à droite et je me suis demandé si j'étais trop dur, s'il y avait une version où tout le monde s'en sortait entier. Si, faire la chose juste, et, faire la chose gentille, était la même chose. Puis j'ai regardé à nouveau la falsification. L'écriture de ma mère sur la ligne des témoins. Encre verte. Le même stylo qu'elle utilisait pour écrire les listes de courses, les cartes d'anniversaire et le mot qu'elle avait glissé dans ma boîte à lunch en CM1, passe une excellente journée, chérie. Non, je n'étais pas trop dur. J'étais enfin lucide. Avez-vous déjà eu quelqu'un que vous aimez utiliser votre propre loyauté comme une arme contre vous? J'aimerais entendre votre histoire. Partagez-la dans les commentaires. Vous pourriez aider quelqu'un d'autre à réaliser qu'il n'est pas seul. Marcus est arrivé chez moi à l'improviste un jeudi soir. Pas d'appel, pas de SMS, juste 3 coups secs sur une porte dont il n'avait aucune raison de connaître l'adresse, bien que je soupçonne ma mère de lui avoir donné. J'ai vérifié le flux vidéo de la caméra Ring que Rita m'avait conseillé d'installer la semaine précédente. Marcus se tenait sur le trottoir, mâchoire serrée, poings s'ouvrant et se fermant. J'ai ouvert la porte. Qu'est-ce que tu fais, Sabrina? Papa dit que tu menaces de nous mettre à la porte. Je ne menace rien. J'exerce mes droits légaux en tant que propriétaire. Propriétaire? Il a ri, un son court et laid. Tu penses qu'un bout de papier te rend meilleur que la famille? Ce bout de papier est un acte de fiducie. Et un autre bout de papier, celui que tu as falsifié avec papa, est un crime fédéral. Le rire s'est éteint. Son expression a changé, non pas en remords, mais en calcul. J'avais regardé Marcus vendre des voitures pendant des années. Je savais exactement quand l'argumentaire changeait. Écoute, sa voix s'est adoucie, on peut arranger ça. Tiffany accouche dans 8 semaines. Tu ne peux pas lui faire ça. Je ne fais rien à Tiffany. Je défais ce qui a été fait contre moi. Si tu vas au bout de ça, tu ne verras jamais ta nièce ou ton neveu. Les mots ont atterri, mais ils n'ont pas collé comme il le voulait. Il utilisait un enfant à naître, comme monnaie d'échange. La même façon dont Gérald utilisait la famille comme justification pour le vol. C'est ton choix, Marcus, pas le mien. Il est parti, claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. La caméra Ring a tout capturé. Son visage, sa voix, sa menace, l'horodatage, 19h42. Rita aurait les images le matin même. Certains construisent des murs avec des briques. Je construisais les miens avec des preuves. Gérald Brennan n'était peut-être pas bon avec l'argent, mais il était maître avec un téléphone. En 48 heures, mon père avait appelé chaque branche de l'arbre généalogique. Oncle Ray à Chicopee, tante Patrice à Holyoke, ma grand-mère Hélène, 82 ans, dans son appartement de vie assistée à Northampton. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis Thanksgiving, 3 ans plus tôt. Il les a tous appelés et leur a raconté la même histoire. Sabrina a abandonné sa famille. Sabrina menace de mettre sa belle-sœur enceinte à la rue. Sabrina a changé. Les messages ont commencé à arriver comme une frappe coordonnée. Oncle Ray, pense à ce que tu fais, gamine. Cousin à qui je parlais à peine, la famille d'abord, Sabrina, toujours. Tante Patrice a appelé directement, la voix froide, ta grand-mère pleure. J'espère que tu es heureuse. J'ai essayé d'expliquer à Patrice l'hypothèque falsifiée, les 95 000 €, les dossiers bancaires, la signature qui n'était pas la mienne. Je ne crois pas ça, a-t-elle dit. Gérald ne ferait jamais. Cette phrase, Gérald ne ferait jamais, était le fondement de toute la stratégie de mon père. Il avait passé 58 ans à construire une réputation de patriarche fiable. L'homme qui se présentait au barbecue avec un pack de bière et une poignée de main ferme. L'homme qui appelait sa mère chaque dimanche. Il avait investi des décennies dans cette image. Et maintenant, il l'encaissait pour m'enterrer.
Et ça marchait. Au tribunal de l'opinion familiale, j'étais coupable sans procès. J'ai appelé Rita et je lui ai tout raconté. Elle a écouté, puis a dit quelque chose qui a atterri comme une encre, ne combat pas le récit. Laisse les documents parler. Et ils le feront au bon moment. Quand elle a jeté un œil au calendrier sur son bureau, la journée portes ouvertes, quand ils seront tous là, 45 personnes, public parfait. J'ai dégluti, c'est dans 5 jours. Alors nous avons 5 jours pour nous préparer. Le 14e jour, la lettre est arrivée au bureau de Rita sur papier en tête de la Greenfield Credit Union. Elle m'a appelé au travail, tu vas vouloir venir. Je suis allé à son bureau pendant ma pause déjeuner. Elle avait déjà posé la lettre sur son bureau, tournée pour que je puisse la lire. Le paragraphe clé était le 3e, et je me souviendrai de la formulation pour le reste de ma vie, suite à un examen de conformité interne. La signature sur l'avenant à l'acte de fiducie daté du expurgé ne correspond pas à la signature authentifiée au dossier de la propriétaire, Sabrina E. Brennan. Le prêt associé a été suspendu dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Suspendu. Pas résolu, pas encore, mais suspendu. Le privilège ne serait pas signalé aux agences de crédit. Mon score de 761 était sauf pour le moment. Rita a continué, l'agent de crédit qui a traité la demande, Derek Gain, a été mis en congé administratif avec effet immédiat. L'équipe de conformité de la banque a signalé de multiples violations procédurales, la plus critique étant l'absence de vérification d'identité en personne. Gain avait admis plus tard, lors d'un entretien interne, que Gerald Brennan était un client régulier qui lui avait offert des bières à quelques reprises et lui avait dit que la propriétaire était hors de la ville mais pleinement consciente de la transaction. Des bières. Mon père avait échangé des bières contre mon identité financière. Le privilège sera supprimé de votre dossier de propriété dans les 30 jours, a dit Rita. Mais surtout, la banque a désormais un intérêt institutionnel à coopérer avec nous. Ils ont traité un prêt frauduleux par négligence d'un employé. Ils ne veulent pas d'un procès. Pour la première fois en 2 semaines, j'ai senti quelque chose se desserrer derrière mon sternum. Une pression dont je n'avais pas réalisé l'existence parce qu'elle était là depuis si longtemps. Mais il y avait toujours la maison. Toujours 4 personnes vivant dans ma propriété qui croyaient avoir gagné. L'huissier, ai-je dit. Jour 17. Nous sommes toujours partants. Rita a hoché la tête, nous sommes toujours partants. Le nom de l'huissier était Karl. Je n'ai jamais su son nom de famille. Il avait la quarantaine, bâti comme quelqu'un qui avait joué au football à l'université et n'avait jamais vraiment arrêté. Et il avait le calme professionnel et vide d'un homme qui apporte de mauvaises nouvelles pour gagner sa vie. Jour 15, 14 heures. Un mercredi après-midi clair. Karl a remonté l'allée du 147 Maplewood Drive, est passé devant le nouveau paillasson de Tiffany et a frappé 3 fois. Gerald a ouvert la porte. Karl lui a remis le préavis de quitter les lieux, un avis d'expulsion formel de 30 jours émis par la propriétaire conformément aux lois générales du Massachusetts, chapitre 186, section 12. Le document nommait les 4 occupants, Gerald, Donna, Marcus et Tiffany Brennan. Il déclarait en langage juridique clair qu'ils avaient 30 jours pour libérer la propriété ou faire face à des procédures d'expulsion formelle devant le tribunal du logement de Springfield. Selon l'affidavit de l'huissier, que j'ai reçu ce soir-là, Gerald a lu la première page, a levé les yeux, l'a relu et n'a rien dit. Le destinataire est apparu visiblement secoué. Document servi avec succès à 14h07. Gerald m'a appelé 11 minutes plus tard. Pour la première fois de ma vie, sa voix n'était pas autoritaire. Elle était brisée, tu nous expulses, tes propres parents. Tu as falsifié mon nom sur un prêt de 95 000 €, papa. La banque l'a confirmé. Tu as 30 jours. Je l'ai fait pour la famille. Tu l'as fait pour la dette de carte de crédit de Marcus. J'ai les dossiers de transaction. Chaque euro, chaque dépôt, chaque retrait d'argent que maman a fait. Tu es un ingrat. Il n'a pas fini la phrase. Il a raccroché. Marcus a appelé 4 minutes après cela, déjà en train de crier, tu es folle. Tiffany accouche dans 6 semaines. Où sommes-nous censés aller? Ce n'est plus un problème que je dois résoudre, Marcus. 2 jours restaient jusqu'à la journée portes ouvertes de Gerald. 45 invitations envoyées, traiteurs commandés, chaises louées disposées dans le jardin. Il n'a pas annulé,
il a dit à Donna, on leur montrera qu'on est toujours une famille. Sabrina est celle qui est partie. Il croyait toujours qu'il contrôlait le récit. Dimanche, 13h. L'érable devant le 147 Maplewood Drive était devenu totalement orange, et sous lui, Gerald Brennan avait disposé des tables pliantes, un buffet traiteur, des ballons à l'hélium rose et blanc, et 45 chaises en rangée nette comme une congrégation attendant un sermon. L'événement était intitulé « Bienvenue bébé Brennan », une célébration de l'enfant à venir de Marcus et Tiffany, le premier petit enfant de la lignée Brennan. Gerald avait envoyé des rappels par SMS la veille. Donna avait fait un gâteau au citron. Tiffany portait une nouvelle robe de maternité lavande et était assise dans une chaise rembourrée en bout de table principale comme une invitée d'honneur à un banquet. La foule s'est remplie durant la première heure. Oncle Ray, short kaki et polo, debout près du barbecue. Tante Patrice tenant un cadeau emballé, les lèvres serrées. Grand-mère Hélène, 82 ans, assise dans une chaise de jardin rembourrée que quelqu'un avait apportée spécifiquement pour elle. Des voisins de Maplewood Drive, dont Louise Beckett, qui se tenait au bord du jardin avec un verre de limonade et un visage qui disait qu'elle était là pour regarder, pas pour célébrer. Des collègues de Riverside Motor, des amis de Tiffany du cabinet dentaire, des cousins éloignés, quelques personnes que je ne pouvais pas identifier. Gerald se tenait au centre de tout, chemise rentrée, manches retroussées. Il a levé un gobelet en plastique de limonade et a porté un toast, la famille Brennan s'agrandit. Cette maison, ce foyer, a toujours été une question de famille. 45 personnes ont applaudi. Tiffany a rayonné. Marcus a passé son bras autour d'elle. Donna a souri derrière la table des gâteaux, arrangeant les assiettes. Personne ne m'a mentionné. Gerald avait dit à tous ceux qui demandaient que je ne pouvais pas venir, que j'avais traversé certaines épreuves. Louise Beckett a pris une longue gorgée de sa limonade et n'a rien dit. Il était 13h15. J'étais à 8 minutes, assise dans ma voiture avec un dossier manie sur le siège passager et un cœur que je pouvais sentir battre dans ma gorge. Je me suis garé dans la rue 2 maisons plus loin, j'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur, blazer gris, pantalon noir, chemisier blanc, la même tenue que je portais pour les réunions de revue de projet au travail. Cheveux tirés en un nœud bas, maquillage minimal. J'avais l'air de quelqu'un venu livrer un rapport, parce que c'est exactement ce que je faisais. Le dossier manie reposait sur mes genoux. À l'intérieur, une copie certifiée de l'acte de fiducie, la comparaison des signatures, la mienne à gauche, la falsification à droite, la lettre officielle de la Greenfield Credit Union confirmant la suspension du prêt. Et des photocopies des dossiers de transactions montrant où chaque euro de ces 95 000 était allé. Rita avait organisé les pages dans l'ordre. J'ai remonté le trottoir à 14h15. La fête durait depuis plus d'une heure. Les gens mangeaient, riaient, circulaient dans le jardin. Quelques enfants couraient près de la clôture. Les ballons ondulaient dans une légère brise. Gerald m'a vu en premier. Il se tenait près des marches du porche en pleine conversation avec un cousin, et son expression a traversé 3 étapes en environ 2 secondes, surprise, irritation, et quelque chose de plus proche de la peur que tout ce que j'avais jamais vu sur son visage. Il s'est dirigé vers moi rapidement, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je suis chez moi, papa, celui avec mon nom sur l'acte. Ne fais pas de scène. Je ne suis pas celle qui a falsifié la signature de quelqu'un sur une demande d'hypothèque. Sa main s'est refermée autour de mon bras, juste au-dessus du coude. Pas assez fort pour laisser des marques, mais assez pour diriger, baisse la voix. Une voix est venue de derrière nous, claire et ferme, Gerald, enlève ta main de cette fille. Louise Beckett, debout à 2 mètres, limonade toujours à la main, expression aussi stable que du béton coulé. Gerald a lâché. Quelques têtes se sont tournées, puis d'autres. Tiffany est apparue sur le pas de la porte, le sac cadeau toujours à la main. Elle m'a vu et son visage s'est vidé de sa couleur, pourquoi elle est là? 45 personnes regardaient maintenant. Je me suis tenu sur le porche, à 3 marches du jardin, en pleine vue de chaque invité, et je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Le silence porte plus loin que les cris quand le public écoute déjà. La plupart d'entre vous ont entendu dire que j'avais déménagé parce que je voulais mon propre espace. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai ouvert le dossier manille, cette maison est à mon nom, seulement à mon nom. Je l'ai achetée il y a 4 ans avec un prêt FHA. J'ai payé chaque mensualité, 2340 € par mois, 48 mois,
112 320 € au total. Mes parents ont contribué 0. Gérald a fait un pas en avant. Sabrina, arrête ça. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que mon père, avec ma mère comme témoin, a falsifié ma signature sur une demande d'hypothèque de 95 000 € à la Greenfield Credit Union. J'ai brandi la comparaison de signatures, voici ma vraie signature. J'ai pointé la colonne de gauche. Et voici celle sur l'hypothèque. J'ai pointé la droite. Elles ne sont pas les mêmes. La banque l'a confirmé par écrit. J'ai brandi la lettre de Greenfield, le prêt a été suspendu. La banque enquête. J'ai brandi le résumé des transactions, 38 000 € sont allés à la dette de carte de crédit de Marcus. 22 000 à un concessionnaire automobile pour son apport. 15 000 ont été retirés en liquide par ma mère. 20 000 dorment sur le compte d'épargne de mon père en ce moment même. Mes parents m'ont volé 95 000 € en falsifiant mon nom. Le jardin est devenu silencieux. Pas le silence poli d'une pause entre 2 toasts, le silence sans air de 45 personnes réalisant qu'elles se tiennent au milieu du mensonge de quelqu'un d'autre. Tante Patrice a posé son gobelet sur la table. Oncle Ray a regardé Gérald avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Puis Louise Beckett a parlé assez fort pour chaque recoin de ce jardin. J'ai vécu à côté pendant 11 ans. J'ai regardé cette fille tondre cette pelouse, peindre ces murs, pelleter cette allée toute seule, chaque fois, et ils ont eu le culot de la mettre au sous-sol. J'ai posé le dossier sur la rambarde du porche, je ne suis pas là pour la vengeance. Je suis là parce que 45 personnes méritent de connaître la vérité avant de féliciter cette famille pour son agrandissement. Tiffany s'est levée lentement de sa chaise, une main sur la coudoir, l'autre sur son ventre. Son visage avait la couleur des assiettes en carton empilées sur la table. Elle a regardé Marcus comme on regarderait un étranger portant les vêtements de son mari. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Marcus n'a pas bougé. Ses yeux étaient fixés sur un point au sol entre ses chaussures et le bord de la pelouse. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Marcus. La voix de Tiffany a grimpé d'une octave. Dis-moi que les 38 000 € ne sont pas réels. Dis-moi que tu n'as pas utilisé de l'argent volé pour rembourser ta dette. C'est compliqué, Tiff. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Sa voix s'est brisée dans tout le jardin comme du verre sur du carrelage. Un enfant près de la clôture a arrêté de courir. Oncle Ray a posé son assiette. Grand-mère Hélène, assise dans sa chaise de jardin, a agrippé les 2 accoudoirs et a fixé son fils avec le genre d'immobilité qui précède un verdict. Gérald a essayé. Il a fait un pas en avant, les bras tendus. Le patriarche réassemblant sa scène, tout le monde, ceci est une affaire de famille. Oncle Ray l'a coupé, une affaire de famille. Tu as falsifié le nom de ta fille, Gérald. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est un crime. Tante Patrice, la même femme qui m'avait dit que ma grand-mère pleurait à cause de moi, a ramassé le cadeau pour bébé qu'elle avait apporté, l'a remis dans son sac et s'est éloignée de la table sans un mot. Puis Hélène a parlé. Sa voix était fine à cause de l'âge, mais plus dure que tout ce que j'avais entendu cet après-midi. Gérald, je ne t'ai pas élevé pour être un voleur. Maman, assieds-toi et tais-toi. Gérald s'est assis sur une chaise pliante au milieu de sa propre fête, devant 45 personnes. Il s'est assis et n'a rien dit. Tiffany est rentrée à l'intérieur. La moustiquaire a claqué derrière elle. Un par un, les invités ont commencé à rassembler leurs affaires. Personne n'a pris de reste de gâteau. Personne n'a dit « Félicitations ». La journée portes ouvertes était terminée. La maison était à moi. 1 heure plus tard, le jardin ressemblait au contre-coup de quelque chose annulé en plein milieu d'une phrase. Table pliante toujours debout, assiette en papier prise dans l'herbe, ballons roses et blancs attachés à la boîte aux lettres, Bob dans un vent qui n'avait plus de fête en dessous. Je suis resté assise dans ma voiture au bord du trottoir, moteur éteint, mains sur les genoux. Je m'attendais à ressentir quelque chose de tranchant. Triomphe. Soulagement. Le craquement net de la justice rendue. Au lieu de cela, je me sentais vide, comme si je venais d'arracher une dent qui pourrissait depuis des années. Nécessaire, correct? Et rien de tout cela ne semblait bon. À travers la vitre avant, je pouvais voir Gérald assis dans le salon, juste assis. Donna était dans la cuisine. Je pouvais voir son ombre bouger derrière le rideau, essuyant le comptoir, comme elle le faisait toujours quand elle ne savait pas quoi faire d'autre.
En haut, derrière la porte fermée de la chambre de bébé qui était autrefois ma chambre, Tiffany avait enfermé Marcus. Je pouvais l'entendre même depuis le trottoir. Sa voix, étouffée mais inimitable, tu m'as dit que tu avais eu une prime. Une prime, Marcus. Tu m'as menti en face pendant 3 mois. J'allais te le dire. Quand? Après la naissance du bébé? Après qu'on ait déménagé dans une maison qui n'est même pas à nous? Une voiture s'est garée derrière la mienne. Oncle Ray. Il est sorti, a marché jusqu'à ma fenêtre et est resté là un moment avant de parler, je te dois des excuses. J'ai cru ton père. Je n'aurais pas dû. Merci, oncle Ray. Ça compte beaucoup. Il a hoché la tête une fois, est retourné à sa voiture et est parti. Tante Patrice est partie sans s'arrêter, mais 48 heures plus tard, elle envoyait un SMS de 2 paragraphes, une excuse qu'elle avait clairement réécrite plusieurs fois. J'ai démarré ma voiture et je me suis éloigné de Maplewood Drive. Dans le rétroviseur, les ballons flottaient encore au-dessus de la boîte aux lettres, rose et blanc sur un ciel gris, célébrant quelque chose qui n'existait plus. Tiffany a appelé cette nuit-là à 21h30. Sa voix était différente de ce à quoi je m'attendais. Pas en colère, pas en pleurs, juste plate. La voix de quelqu'un qui n'a plus de sentiments et qui fonctionne maintenant avec des informations. J'ai besoin de tout savoir. Chaque euro, chaque mensonge. J'ai hésité. C'était la même femme qui m'avait dit de quitter ma propre maison, qui avait posté ma chambre sur Instagram comme un trophée, qui m'avait traité d'égoïste pour ne pas avoir payé l'électricité sur une propriété qu'elle occupait gratuitement. Mais elle était aussi enceinte de 7 mois et venait de découvrir que son mari avait financé leur vie avec de l'argent volé. Quoi qu'elle ait été avant, en ce moment, elle était quelqu'un qui méritait la vérité. Je lui ai envoyé les dossiers de transaction, tous. 15 minutes de silence. Puis son nom est apparu à nouveau sur mon téléphone, les 22 000 pour la voiture. Il m'a dit que c'était une remise du concessionnaire. Il a dit qu'il l'avait gagnée. Je suis désolé, Tiffany. Vraiment. Ne sois pas désolé. C'est moi qui t'ai dit de quitter ta propre maison. Une pause assez longue pour conduire à travers. Je ne savais pas que c'était ta maison. Gérald m'a dit que c'était une propriété familiale transmise par tes grands-parents. C'est ce qu'il a dit. Ce n'était jamais une propriété familiale. Je l'ai achetée avec mon propre argent quand j'avais 25 ans. Un autre silence, puis plus calme, je te dois des excuses. Une vraie. Pas maintenant. Je ne peux pas en ce moment, mais je t'en dois une. Avant de raccrocher, elle m'a dit quelque chose que je ne savais pas, Marcus lui devait aussi 7 000 euros. De l'argent qu'elle lui avait prêté avant le mariage. De l'argent qu'il avait juré de rembourser après la naissance du bébé. Elle commençait à voir le schéma que j'avais mis 4 ans à apprendre. Ces derniers mots, j'appelle ma mère demain. Je n'élève pas ce bébé dans une maison construite sur des mensonges. Elle a tenu parole. La semaine après la journée portes ouvertes, la famille Brennan s'est effondrée comme un bâtiment dont on a retiré le mur porteur. Et je m'y connais. Je suis ingénieur. Je sais exactement ce qui se passe quand on enlève ce qui soutenait tout. Tiffany a déménagé chez sa mère à Worcester, 1h30 à l'est. Marcus l'a appelée 14 fois le premier jour. Elle n'a répondu à aucune. Dès le 3e jour, son statut Facebook est passé de « marié » à « vide », pas « célibataire », pas « c'est compliqué », juste « vide », ce qui semblait d'une certaine manière plus bruyant que l'un ou l'autre. Marcus a perdu pied sans Tiffany, sans le récit du bébé en route. Il n'était plus qu'un homme de 33 ans dormant sur le canapé chez sa sœur. Sauf que ce n'était pas chez sa sœur. C'était juste chez ses sœurs. Gérald, pour la première fois dans la mémoire de Marcus, s'est retourné contre lui. Si tu n'avais pas eu autant de dettes, rien de tout ça ne serait arrivé. Enfant en or, rencontre le côté froid de l'hôtel. Gérald lui-même se défaisait de manière plus lente et plus calme. Il a annulé sa partie de poker hebdomadaire pour la première fois en 12 ans. A dit à ses copains, truc de famille. Mais 2 des hommes de ce groupe avaient été à la journée portes ouvertes. Il savait déjà. Les appels téléphoniques que Gérald recevait autrefois de cousins prenant des nouvelles, d'amis voulant déjeuner, ont ralenti pour devenir un filet d'eau. Oncle Ray n'a pas appelé du tout. Hélène, sa propre mère, n'a pas rappelé ses appels pendant 3 jours d'affilée. Donna m'appelait une fois par jour,
chaque jour. Même script, même cadence, s'il te plaît, reviens à la maison. On peut arranger ça. Et chaque jour, je donnais la même réponse, il n'y a rien à arranger, maman. Il n'y a que ce qui arrive ensuite. Le vendredi, une lettre est arrivée au 147 Maplewood Drive de la Greenfield Credit Union. Une demande formelle pour que Gérald et Donna se présentent en personne à l'agence pour discuter de l'affaire. La banque avait ses propres problèmes maintenant, et Gérald manquait de personnes prêtes à croire sa version de l'histoire. Internet n'est pas gentil avec les secrets. Il l'est encore moins quand le secret implique des fêtes de naissance et des hypothèques volées. Tiffany a supprimé le post Instagram, la famille fait toujours de la place pour la nouvelle génération, celui avec 212 j'aime et un emoji cœur rose. Elle l'a supprimé, mais les captures d'écran vivent éternellement. Et en une journée, une amie du cabinet dentaire a posté un statut cryptique sur Facebook, imaginez découvrir que la maison que vous pensiez être un cadeau était en fait une propriété volée. Certaines familles. Emoji drapeau rouge. 89 commentaires, 340 réactions. Tiffany n'était pas nommée. Elle n'avait pas besoin de l'être. Les gens qui savaient savaient. Sur Maplewood Drive, le réseau de chuchotement fonctionnait à la vitesse d'une impasse. Louise Beckett ne colportait pas de ragots. Ce n'était pas dans sa nature. Mais quand les voisins demandaient, elle leur donnait une phrase, « J'ai regardé cette fille construire ce foyer de ses propres mains. Vous devriez demander à Gérald ce qu'il a construit. » C'était le genre de phrase qui n'avait pas besoin de suite. Les gens complétaient le reste eux-mêmes. Chez Riverside Motor, les collègues de Marcus avaient été à la journée portes ouvertes, 2 d'entre eux. Ils avaient vu les documents, entendu Tiffany crier, regardé Gérald se faire dire de s'asseoir par sa propre mère. L'un d'eux a demandé à Marcus le lundi matin, « Et, ce n'était pas la maison de ta sœur ?» Marcus n'a pas répondu. Il a demandé 3 jours de congé personnel. Son responsable les a approuvés sans question. Certains silences sont plus bruyants que les explications. Tante Patrice m'a envoyé un SMS le 2e mardi. Il était plus long que prévu et plus honnête que ce que je méritais de la part de quelqu'un qui m'avait dit que ma grand-mère pleurait à cause de moi. Sabrina, je suis désolé. J'aurais dû t'écouter avant de te juger. Je me suis toujours demandé comment Marcus s'était payé cette nouvelle voiture. Maintenant je sais. J'espère que tu pourras me pardonner avec le temps. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai enregistré le message. Certaines excuses doivent reposer avant de savoir ce qu'elles pèsent. Jour 30. Le préavis d'expulsion a expiré un mardi matin. Aucune extension, aucune négociation, aucun appel de dernière minute qui changeait quoi que ce soit. Rita a envoyé une dernière lettre formelle à la maison. Si tous les occupants n'avaient pas libéré les lieux d'ici la fin de la journée, nous déposerions une demande d'expulsion ordonnée par le tribunal devant le tribunal du logement de Springfield. La lettre était adressée à Gérald. Elle est arrivée en courrier recommandé. Il a signé pour elle. Cette signature, au moins, était la sienne. Gérald m'a appelé cet après-midi-là. Sa voix était différente. Pas en colère, pas autoritaire, même pas la version brisée d'il y a quelques semaines. Elle était plate, épuisée. La voix d'un homme qui n'a plus personne à blâmer et qui n'a pas encore appris à se regarder dans un miroir. Où sommes-nous censés aller, Sabrina? J'ai déjà regardé ça pour vous. Il y a 2 appartements disponibles sur M Street. 1200 cents et 1400 € par mois. Ta pension d'invalidité couvre le loyer. Maman peut postuler pour un travail à temps partiel. C'est ton point de départ. Silence. Je ne vous jette pas dehors avec rien, papa. Je vous dis que vous ne pouvez pas vivre dans une maison que vous m'avez volée. Il y a une différence. Je n'ai pas volé. Si, tu l'as fait. Plus de silence, puis, ok. C'était tout. Un mot. Le plus petit, le plus lourd mot qu'il m'ait jamais adressé. Donna a commencé à faire ses cartons le lendemain matin. Gérald s'est assis dans son fauteuil inclinable et a regardé. Marcus, qui avait déjà emménagé chez un ami 2 semaines plus tôt, est passé récupérer le reste de ses affaires. Il a porté 2 cartons jusqu'à sa voiture sans croiser le regard de personne. Jour 33. Gérald et Donna ont emménagé dans l'appartement à 1200 € sur M Street. Une chambre, niveau rue,
une fraction de l'espace qu'ils avaient occupé gratuitement dans ma maison. Gérald n'a pas dit un mot alors qu'il tournait la clé dans la serrure pour la dernière fois. Donna s'est attardée sur le pas de la porte, a regardé la maison, puis m'a regardé debout près de ma voiture. Elle a hoché la tête, un mouvement petit et lent, et a marché jusqu'au côté passager du camion de Gérald. J'ai remis à mon père 2 listes d'appartements parce que je ne pouvais pas lui donner rien. Même après tout, je ne pouvais pas être ce qu'il était pour moi. Les conséquences juridiques furent plus calmes que les personnelles, mais tout aussi définitives. La Greenfield Credit Union a terminé son enquête interne 6 semaines après la journée portes ouvertes. Le résultat, le prêt de 95 000 € a été annulé dans sa totalité. Le privilège sur le 147 Maplewood Drive a été supprimé de tous les registres de propriété. L'entrée frauduleuse sur mon dossier de crédit a été effacée via des litiges formels auprès d'Experian, TransUnion et Equifax. Mon score, qui n'avait en fait jamais baissé grâce à l'action préventive de Rita, est passé de 761 à 774 une fois la suppression du privilège reflété. Derek Gain, l'agent de crédit qui avait traité la demande sur la parole de Gérald et quelques bières, a été licencié. La banque m'a envoyé une lettre d'excuse formelle et a offert une compensation de bonne volonté de 5 000 €. J'ai refusé l'argent. À la place, j'ai demandé un engagement écrit que Greenfield mettrait en œuvre une vérification d'identité obligatoire en personne pour toutes les futures demandes d'hypothèque. Ils ont accepté. Rita a fait notarier l'engagement. La question plus difficile est venue ensuite, les poursuites pénales. Rita l'a exposé clairement, ce que Gérald et Donna avaient fait falsifier une signature sur un instrument financier et constituer un faux en vertu des lois générales du Massachusetts, chapitre 267, section 1. Ce que Marcus avait fait recevoir sciemment des produits était de la fraude. J'avais la légitimité pour déposer une plainte pénale. J'ai choisi de ne pas le faire, non pas parce qu'il ne le méritait pas, mais parce que je ne voulais pas passer 2 ans dans des salles d'audience à revisiter la pire chose que ma famille m'ait jamais faite. J'avais déjà gagné. J'avais ma maison, mon crédit, mon nom de retour. Je n'avais pas besoin d'une condamnation pour savoir que j'avais raison. Mais Rita a envoyé une dernière lettre à Gérald, Mademoiselle Brennan a choisi de ne pas poursuivre de poursuite pénale à ce stade. Cette décision est une courtoisie, pas un droit. Toute future utilisation non autorisée de l'identité ou de la propriété de Mademoiselle Brennan sera référée directement aux forces de l'ordre. Donna m'a raconté plus tard. Gérald a lu cette lettre 2 fois, l'a pliée et l'a mise dans un tiroir. Il n'en a plus jamais parlé. Certains avertissements n'ont pas besoin d'être bruyants. Ils ont juste besoin d'être permanents. 2 mois après la journée portes ouvertes, je me suis assise à ma table de cuisine dans le studio, celui que j'avais loué comme évasion temporaire, et j'ai écrit un email pas à Rita, pas à la banque, à ma famille, tous les 3, Gérald, Donna, Marcus. Il m'a fallu 4 heures pour réussir. Non pas parce que le langage était compliqué, mais parce que je voulais que chaque mot soit un mur avec une porte. Assez ferme pour me protéger. Assez ouverte pour prouver que je n'étais pas eux. L'email avait 3 sections. La première était financière, je ne fournirai aucun soutien financier pour le loyer, les services publics ou les dépenses personnelles. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous orienter vers des ressources communautaires à Springfield. La deuxième concernait le contact, je suis ouverte à la communication mais seulement sous des conditions spécifiques. Pas de culpabilisation, pas d'exigence, et pas de discussion sur la maison ou l'hypothèque. Si ces limites sont franchies, je suspendrai le contact pendant 90 jours. La troisième concernait l'avenir, si et quand la confiance sera reconstruite grâce à un changement constant et démontré au fil du temps pas par des mots, je suis ouverte à avoir une relation, mais elle se fera sur des conditions différentes de celles d'avant. Je l'ai lu 6 fois. Puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». Gérald n'a jamais répondu. Pas un mot. Ni alors, ni depuis. Donna a répondu 2 jours plus tard, « Je comprends. Je suis désolé, Sabrina. Vraiment. » Marcus a répondu 2 semaines après cela. 4 mots, « Je comprends. » Ce qui était soit de la croissance, soit de la fatigue. Je ne pouvais pas le dire et j'ai décidé que cela n'avait pas d'importance. J'avais passé 4 ans à me demander si j'étais trop dure, trop froide, trop présente. Mais écrire cet email, le coucher par écrit, définir des termes sur lesquels je pouvais m'appuyer, fut la première fois où j'ai eu l'impression d'être exactement « assez ».
Avez-vous déjà dû tracer une ligne avec quelqu'un que vous aimez? Pas avec de la colère, mais avec un document. Comment vous êtes-vous senti? Dites-le moi dans les commentaires. Vous pourriez découvrir que vous n'êtes pas la seule personne à tenir ce stylo. 3 mois après la journée portes ouvertes, Tiffany a donné naissance à une fille, 3,3 kg, Lily Mae Brennan, née dans un hôpital de Worcester près de chez la mère de Tiffany, dans une salle d'accouchement où Marcus n'était pas invité. Tiffany m'a envoyé une photo le lendemain matin. Un minuscule visage enveloppé dans une couverture blanche, yeux fermés, un poing miniature recroquevillé contre sa joue. Sous la photo, un message plus long que tout ce que Tiffany m'avait jamais envoyé: Sabrina, j'ai dit des choses terribles dans une maison qui n'a jamais été à moi. J'avais tort. On m'a dit des choses qui n'étaient pas vraies, et j'ai choisi de les croire parce que c'était plus facile. C'est de ma faute. Tu ne me dois rien. Mais si tu veux un jour rencontrer Lily, elle a tes yeux. En fait, la porte est ouverte. Aucune pression, aucun calendrier. J'ai regardé cette photo pendant un long moment. Puis j'ai pleuré. Pour la première fois depuis que j'avais quitté Maplewood Drive, j'ai pleuré. Non pas de tristesse, non pas de colère, mais du soulagement particulier de quelque chose qui se desserre dans votre poitrine, que vous aviez oublié être serré. J'ai répondu: merci, Tiffany. Ça signifie plus que tu ne le penses. J'aimerais rencontrer Lily quand le moment sera venu. Tiffany avait déposé une demande de séparation auprès du tribunal des successions du comté de Worcester. Elle ne retournait pas avec Marcus. Elle m'a dit plus tard, dans une conversation que je ne m'attendais pas à avoir, que les 7 000 € qu'il lui devait encore étaient la plus petite de ses dettes. Marcus m'a appelé une fois après la naissance de Lily. Il a demandé s'il pouvait m'amener le bébé pour me voir un jour. J'ai dit oui, mais dans un café en ville, pas chez moi. Espace public, terrain neutre, une limite que je n'avais pas besoin d'expliquer. Et il n'a pas essayé d'insister. Le pardon n'est pas un interrupteur. C'est un robinet, et je peux contrôler le débit. 6 mois après la journée portes ouvertes, j'ai emménagé à nouveau au 147 Maplewood Drive. Ma maison, mon nom sur l'acte, ma main sur la poignée, ma clé dans la serrure. J'ai repeint chaque pièce, de nouvelles couleurs, non pas pour effacer quoi que ce soit, mais parce que j'avais gagné le droit de choisir. Gris doux dans la chambre, blanc chaud dans la cuisine. Le sous-sol a reçu un sol approprié, un pare-vapeur et un éclairage encastré. Je ne voulais plus jamais regarder du béton nu. Louise Beckett est passée le premier après-midi avec une plante de lavande, l'a posée sur la rambarde du porche, a pressé ma main et a dit: bienvenue à la maison, ma chérie. Pour de vrai cette fois. Au travail, la promotion que je suivais est arrivée. Ingénieur de projet senior. Salaire, 104 000 € par an. J'ai signé la lettre d'offre au même bureau où j'avais vu pour la première fois l'alerte de surveillance de crédit qui avait déclenché tout cela. J'ai commencé à écrire, non pas des rapports, mais des mots. Un blog d'abord, des essais personnels sur les systèmes familiaux, sur le coup d'être, celles sur qui on peut compter, sur ce qui se passe quand on arrête de subventionner des gens qui ont confondu votre travail avec votre amour. Le premier post, le test du sous-sol, comment j'ai su qu'il était temps de partir, a été partagé 4200 fois le premier mois. Un petit éditeur de Boston, Arborline Press, m'a contacté. Il voulait un livre. J'ai signé le contrat pour The Deed Is My Name, Reclaiming Your Life from Family That Takes Too Much, l'acte est mon nom, reprendre sa vie auprès d'une famille qui en prend trop. Date de publication, 8 mois. Gérald et Donna vivent sur Elm Street. Il appelle une fois par mois. Les appels sont courts, maladroits et dépourvus d'exigence. C'est en soi un progrès. Marcus travaille dans une concession à Chicopee et voit Lily toutes les 2 semaines. Il est plus calme maintenant. Que ce soit de la croissance ou de l'épuisement, je ne suis pas sûr. J'ai arrêté d'avoir besoin de savoir. J'ai rencontré Lily dans un café un mardi après-midi. Elle avait 3 mois, endormie dans son porte-bébé. Marcus me l'a donnée et je l'ai tenue, chaude, incroyablement petite, et j'ai pensé que je n'avais pas perdu une famille. J'avais perdu une version de la famille qui n'avait jamais été réelle et j'avais construit quelque chose de mieux à la place. La maison est calme maintenant, mais c'est un genre de calme différent. Pas le silence d'être ignoré, mais la paix d'être aux commandes. C'est mon histoire. Je l'ai partagée non pas parce que je suis en colère. Je ne le suis pas.
Plus maintenant, mais parce que je sais que quelqu'un là-bas est allongé dans son propre sous-sol en ce moment, payant pour une maison où il n'est pas autorisé à vivre, se demandant s'il est le problème. Vous n'êtes pas le problème. Vous n'avez jamais été le problème. Et le moment où vous décidez d'arrêter de financer le mensonge, c'est le moment où votre vie commence vraiment. Si cette histoire vous a atteint, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous si vous voulez en entendre plus, et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela ce soir, partagez-le. Parfois, ce qui nous sauve, c'est de savoir que quelqu'un d'autre est sorti en premier. Il y a une autre partie de cette histoire que je n'ai pas encore racontée à propos de la conversation entre Gérald et sa mère, Hélène. Celle qui a eu lieu une semaine après la journée portes ouvertes. Celle dont Donna a dit qu'elle avait changé quelque chose en lui de façon permanente. Cette histoire se trouve dans la vidéo liée dans la description. Je vous y verrai.